Ok, rentrons maintenant dans le vif du sujet sur cette copie. Alors, accroche, en mars 2017, l'État français a annoncé la commande de 35 locomotives au constructeur Alstom afin de protéger l'usine de la fermeture. L'État s'est ainsi substitué au marché. C'est une accroche qui est courte, qui est incisive, c'est précis, il y a un chiffre, une date, donc mars 2017. C'est pas vaguement en 2017, c'est mars 2017. C'est pas vaguement des locomotives, c'est 35 locomotives. C'est pas vaguement un constructeur, c'est Alstom. Par contre, c'est protéger l'usine des fermetures. Il me semble quand même qu'en France, il y a quand même plusieurs lieux de production, plusieurs usines Alstom. Alors juste dire l'usine, c'est un peu maigrichon. Mais comme c'est une nouvelle qui avait été très présente dans l'actualité, on voit de quelle usine la personne parle, donc ça passe. L'État s'est ainsi substitué au marché. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ou elle, je crois que c'est une nana, donc mettons elle, je crois que c'est une nana qui a fait cette copie. Donc elle a relié l'accroche au sujet. L'État s'est ainsi substitué au marché, donc on met État et marché. Néanmoins, elle ne s'est pas assez reliée au sujet. C'est qu'il faut vraiment essayer, à la fin de l'accroche, de mettre l'intitulé quasiment exact du sujet. On va dire, l'État s'est ainsi substitué au marché. Dès lors, peut-on supposer que le bon fonctionnement du marché substitue l'intervention de l'État? Ou alors, dès lors, l'intervention de l'État signifie-t-il que le marché ne fonctionne pas de manière optimale? Donc peut-être en reformulant le sujet éventuellement, mais ramener l'accroche au sujet en mettant le sujet exact ou être extrêmement proche du sujet. C'est qu'on peut déstructurer la phrase ou changer l'ordre des groupes nominaux, mais il faut vraiment essayer de remettre tous les éléments du sujet à la fin de l'accroche. C'est un truc, mais tout le monde zappe ça. Les gens, ils tombent dans la mentalité de checklist. C'est qu'on leur dit, bon, bah, faut mettre une accroche. Donc, ils mettent une accroche, ils font, ah, c'est bon, j'ai mis une accroche. Voilà. Sauf que l'accroche, il faut la relier au sujet et bien citer le sujet. Donc, si vous voulez retenir un truc, c'est relier l'accroche à l'intitulé quasiment exact du sujet. Mettez ça quelque part, écrivez ça en jaune, en souligné, peu importe. Il faut retenir ça. Continuons. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est une définition minimale mais rigoureuse. On aurait pu étoffer en disant c'est le lieu théorique ou physique de rencontre entre l'offre et la demande. C'est qu'il y a certains marchés qui sont très théoriques, très immatériels, quand d'autres sont physiques. C'est qu'il y a le marché du coin, là où on va acheter ses fruits, même si ça tend à disparaître, ce type de commerce. C'est un lieu qui est très physique. Si on prend les marchés financiers, bah, finalement, il y a les bâtiments qui sont les bourses, mais en fait, il ne se passe plus rien dedans. C'est complètement immatériel et c'est un lieu en fait qui est théorique puisque c'est complètement dématérialisé et presque décentralisé. Mais passons. Donc on est sur une définition qui est minimale mais qui est rigoureuse, donc elle fait l'affaire. Maintenant, elle va étoffer la définition en rajoutant on distingue principalement le marché des biens et des services, très bien, le marché du travail, effectivement, et le marché du capital. Ça, c'est une bonne approche. C'est d'abord vous donner une définition minimale, mais je dirais ultra rigoureuse, et après vous allez introduire des distinctions. L'erreur que font beaucoup de gens, et aussi en philo d'ailleurs, c'est de croire que les distinctions sont une définition. Il y a des gens qui vont dire on distingue principalement biens et services, travail et capital, et qui vont croire qu'une distinction ou qu'une typologie est une définition. Attention, une typologie ou une série de distinctions n'est pas une définition. Je sais que ce que je dis là, ça paraît évident, mais quand on est stressé, quand on fonce, quand on est en rush, ou alors quand on tombe sur un mot qui est très compliqué à définir, on a cette tentation à mettre une typologie au lieu de définir proprement. Donc on définit et après on peut rajouter une typologie. Ça c'est très simple, c'est très bien exécuté dans cette copie. L'État est l'acteur à la tête d'une nation. C'est un point de vue. Si on n'est pas fan de l'État, c'est pas forcément une très bonne définition, mais pourquoi pas. Donc l'État est l'acteur à la tête d'une nation qui mène les politiques monétaires, budgétaires et sociales. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a introduit la notion de social. Je ne sais pas si par la suite elle va parler de notions sociales ou sociologiques, mais en tout cas elle introduit d'emblée la notion de social. Bien que le sujet c'est le bon fonctionnement d'un marché justifie de l'intervention de l'État. Donc on pourrait croire que l'intitulé renvoie à l'économique pur et pas au social, et pourtant moi je pense que c'est un sujet qui parle aussi du social, et cette personne a pris soin de mentionner la dimension sociale ou sociologique dès le début de l'introduction. Ça je pense que là-dessus la personne marque des points. Ainsi, on se demandera si l'action de l'État est nécessaire pour que le marché fonctionne bien. Bien, entre guillemets, puisqu'on renvoie à un mot du sujet. Mais ce terme recouvre de multiples réalités et questionnements. Ça j'adore. Cette phrase, mais ce terme recouvre de multiples réalités et questionnements. Vous pouvez la remettre pour tout. Quel que soit le sujet, dès qu'il y a un mot qui est sujet à débat ou à controverse, vous pouvez dire mais ce terme
recouvre de multiples réalités et questionnements. Quand moi je parle d'espionnage industriel, quand on lit et analyse des bonnes copies, c'est exactement ça. C'est qu'on trouve des phrases qui sont bien, on les écrit quelque part. Vraiment, essayez d'avoir un fichier où vous écrivez toutes les bonnes punchlines et les bonnes phrases et les bonnes structures, que ce soit pour définir, que ce soit pour faire une problématique, que ce soit pour annoncer un plan, peu importe. Listez les bonnes punchlines, comme ça vous pouvez les remettre telles quelles. Moi en philo, ce que je faisais, c'est une fois j'ai vu le truc, c'était alors le concept X, Y, Z est polysémique et plurivoque. Et je me suis dit waouh, le mec qui écrit ça, il doit être intelligent. Et du coup, après, j'écrivais à chaque fois. Alors, je mettais le concept. Ce concept est polysémique et plurivoque. Et tout de suite, on a l'air intelligent. Voilà, donc ça, polysémique et plurivoque, vous pouvez aussi l'utiliser plus pour la philo que pour l'éco. Mais l'idée ici, l'astuce qu'il faut qu'on retienne, c'est il faut choper ces phrases qui sont bien, ces phrases qui passent partout, et les remettre. En plus, a priori, c'est une phrase qui est certifiée acceptable, ou qui est tamponnée genre cachère ou halal, peu importe, par le jury qui dit ça les gars c'est bon, vous pouvez y aller, ça marche. Donc on garde ce type de phrase. En effet, il s'agit de savoir si l'État est celui qui permet au marché de fonctionner de manière efficace, virgule optimale, entre parenthèses d'après la définition de Pareto, très bien, avec de la croissance, virgule, une certaine stabilité des prix, entre parenthèses donc sans inflation, mais également sans chômage sur le marché du travail, point de suspension. Une phrase qui est très longue, je pense que l'utilisation des parenthèses fait qu'on peut quand même respirer. C'est une excellente phrase puisqu'on commence à contextualiser et à problématiser le sujet. On place des concepts économiques, la notion d'optimalité qu'on renvoie à Pareto. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la personne se réfère à Pareto sans, je dirais, faire quelque chose de superflu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ces situations, se seraient amusés à définir l'optimum de Pareto. Sauf que définir l'optimum de Pareto, c'est pas le sujet, donc on s'en fout. Attention à ne pas définir en introduction un mot qui n'est pas le sujet. Je ne sais pas pourquoi plein de gens font cette erreur. Il ne faut pas définir un mot qui n'est pas le sujet. Donc la personne ici n'a pas fait cette erreur et c'est génial. Donc optimal, Pareto, croissance, stabilité des prix, inflation, chômage, marché du travail, tout ça ce sont des concepts économiques et rigoureux et maîtrisés. On n'est pas sur une phrase ou une succession de phrases où on dit des trucs qui sont vrais mais avec un vocabulaire approximatif. On a un vocabulaire ici qui est rigoureux, qui est précis et qui est simple. On est sur une phrase qui est simple. Et qu'après, dans cette phrase simple, on va mettre des mots économiques précis et rigoureux, même si ce sont des mots de base. Croissance, inflation, chômage, on est d'accord. Ce pas des mots superflus, ce pas des mots compliqués, c'est des mots qui sont simples, précis et académiques. Donc ça, je trouve que cette phrase-là, en effet, c'est cette très longue phrase. En général, d'ailleurs, je suis assez hostile aux phrases très longues, parce que la plupart des gens, quand ils font des phrases très longues avec plusieurs idées, on n'y comprend rien. C'est qu'eux, quand ils écrivent leurs phrases, ils comprennent ce qu'ils disent, enfin, j'espère, a priori, mais quand on lit la phrase, on se dit attends, le mec il veut dire quoi là? On n'a pas fait cette erreur ici, donc c'est une phrase qui est longue mais qui passe. Mais l'autre règle qu'on garde, c'est un truc que je vais répéter et répéter, hein, c'est que là c'est la première vidéo de la série, mais quand vous serez à la 5e, 6e vidéo, vous allez voir qu'il y a des trucs que je répète à chaque fois. Mais si je répète à chaque fois, c'est pour une bonne raison, parce que les gens font toujours les erreurs. Bon, en tout cas, une phrase excellente, avec un champ lexical qui est précis, et qui permet aussi de mettre en perspective le sujet. Donc tout bénef. On continue. On s'accordera donc pour dire que le marché a un bon fonctionnement s'il connaît de la croissance, sans crise et sans déséquilibre. C'est une définition un peu minimale. En fait, il faut voir si, à travers déséquilibre, on parle de déséquilibre purement économique ou économique et sociaux. Si on implique les déséquilibres sociaux, pourquoi pas? Si on exclut les déséquilibres sociaux, cette phrase elle me paraît peut-être un peu catégorique, mais en attendant, elle est, je dirais, dans la continuité du raisonnement, c'est fluide et finalement ça passe bien. Continuons. Ainsi, l'État doit-il intervenir pour réguler les marchés ou doit-il les laisser faire, entre guillemets, parce qu'on reprend, je dirais, cette expression libérale, laisser faire, laisser passer. On la doit à Vincent de Gournay d'ailleurs. Mais passons. Existe-t-il des défauts sur les marchés? Elle n'utilise pas le mot de défaillance, de défaut, sur les marchés, qui justifie l'intervention étatique. Ce que j'aime bien, on a une double question. J'aime beaucoup quand on a une problématique, on met deux questions. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a pris soin de ne pas juste remettre le mot, enfin l'intitulé du sujet. Il y a plein de gens sur ce sujet qui font, bon bah le sujet c'est déjà une question, le bon fonctionnement d'un marché,
justifie-t-il l'intervention de l'État? Donc je vais remettre la question à la va-vite, et puis c'est bon, j'aurai une problématique. Alors c'est vrai que là-dessus, j'ai vu des choses contradictoires. Enfin, je sais qu'il y a des profs qui aiment bien ça. Enfin, pour moi, c'est surprenant, mais il y en a qui aiment bien ça. Moi, je pense que c'est quand même mieux de reformuler et de reproblématiser. Ce que vous pouvez faire, c'est les deux. C'est que vous pouvez reprendre la question du sujet et après rajouter une ou deux autres questions pour en gros monter en puissance ou en complexité. Continuons. Nous verrons que les marchés sont efficients, grand 1. L'intervention semble donc inutile et même dangereuse, grand 2, mais ils peuvent être la source de certains déséquilibres qui doivent être régulés, grand 3. On a un plan qui est clair, qui est bien annoncé, proprement. Maintenant, moi, ce que j'aime moins, c'est que le nous verrons que, c'est connoté très lissé. Ça peut, nous verrons dans la première partie que machin, nous verrons dans la deuxième partie. Donc le nous verrons que, c'est à éviter. On peut le remplacer par il semble que, ou alors un constat empirique fait apparaître que, ou alors la tradition théorique libérale nous a appris que les marchés sont efficients, par exemple. Donc le nous verrons, pas terrible. C'est pas la mort, hein, mais c'est pas terrible. Autre point, moi je trouve personnellement qu'on est sur un plan qui apparaît à ce niveau-là un peu simpliste, un peu facile. Alors ouais, bon, bah, c'est efficient. Si l'État intervient, c'est inutile, voire dangereux. Et bon, bah, finalement, il faut quand même intervenir pour réguler. Donc moi, j'ai l'impression à ce niveau-là qu'on va culminer sur Keynes, alors que Keynes, c'est quand même une théorie qui a un siècle, et c'est comme ça beaucoup de choses depuis. Donc j'ai un peu la crainte à ce niveau-là qu'on ait un plan qui soit simpliste, avec un raisonnement un peu trop facile. Néanmoins, j'ai pas encore lu la suite, donc c'est juste un préjugé quelque part. Voyons concrètement ce qu'il en est. Alors, en théorie, les marchés sont efficients et optimaux, car ils bénéficient de mécanismes autorégulateurs. L'intervention de l'État semble donc constituer une entrave à leur bon fonctionnement. Très clair, bien expliqué, vocabulaire précis. Efficients, optimaux, mécanismes autorégulateurs, entrave à leur bon fonctionnement. Elle prend aussi soin d'insérer les mots du sujet comme le bon fonctionnement. D'ailleurs, j'en profite pour revenir à l'annonce des plans. Dans l'annonce du plan, on ne voit pas clairement les mots du sujet. C'est pas dramatique dans son cas, parce qu'elle s'en sort bien, mais en général, il faut quand même essayer de mettre les mots du sujet dans l'annonce des grandes parties. Continuons. D'après la théorie libérale, les marchés sont efficients. Très bien. En effet, donc là on a une espèce d'ovni entre un Valras et un Marshall. Donc on a l'un ou l'autre. Je pense quand même que c'est Valras qui semble l'emporter. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai l'impression que Valras l'emporte là. Ok. En effet, Valras, le premier annonçait que chaque marché pouvant être à l'équilibre, annonçait que chaque marché pouvant être à l'équilibre, en effet, pouvait être à l'équilibre peut-être plutôt. Pouvait être à l'équilibre. Non, il y a une virgule. Toute l'économie pourrait être à l'équilibre de façon simultanée, permettant l'équilibre général. Donc effectivement, on est forcément chez Valras. Attention, quand on dit Valras le premier annonçait que, c'est super casse-gueule. C'est qu'il suffit qu'il y ait un mec 6 mois avant lui qui ait supposé une théorie similaire, et en général c'est toujours le cas, c'est qu'un auteur ou un scientifique qui est célèbre pour une théorie, on remarque toujours après coup qu'il y avait plein d'autres gens avant lui qui ont aussi pensé. Donc dire le premier annonçait que, ça peut être casse-gueule, parce qu'il suffit de trouver un mec qui l'a formulé avant lui, et il y en a forcément un, pour que du coup ça s'effondre. Vous voyez, c'est un peu les phrases catégoriques comme dire tous les chats sont blancs, quoi. Il suffit que le gars il trouve un chat gris un peu rayé pour que la phrase soit fausse. Ben là, il suffit de trouver un gars qui est vaguement dit la même chose avant pour que la phrase soit fausse. Néanmoins, je dirais, dans le programme un peu mainstream et simplifié, effectivement, c'est le premier. Donc là, je pinaille un petit peu. Alors, blablabla, ok, je continue. En même temps, l'équilibre général. Ok, Debreu et Haro, moins connus, mais tout à fait intéressants, ont, en 1950, réussi à prouver l'existence de cette solution, de ce système, ok, prouvant ainsi de façon mathématique que l'équilibre général de Valras existait. Donc on va étoffer Valras avec Haro et Debreu, très bien. Pareto, lui, définissait un optimum, la situation où la situation d'un agent ne peut s'améliorer sans dégrader celle d'un autre. Donc il y a peu situation ou situation, d'un point de vue stylistique, c'est pas top. Un schéma, on peut dire, ou la situation ou l'utilité d'un agent, par exemple, on remplace situation par utilité d'un agent, ou le bien-être d'un agent. Donc la situation, le bien-être d'un agent ne peut s'améliorer sans dégrader celle d'un autre. Évidemment,
c'est très facile, moi, quand je suis tranquillement chez moi avec mon café, de critiquer ça. En situation réelle, on fait tous des erreurs ou des imprécisions. Mais là, je dirais, on est dans une vision pédagogique, donc j'essaie de vous montrer comment ça peut être un petit peu mieux. Pour lui, le marché représente un optimum lorsqu'il est à l'équilibre. Pourquoi pas? On peut donc dire que le marché est optimal et à l'équilibre. Fama et Markowitz ont travaillé sur l'efficience du marché du capital. Selon la théorie des portefeuilles de Fama, chaque agent est capable de déterminer, lorsque l'information est parfaite, information est parfaite, pareil, concept économique, l'ensemble des actions optimales. Pour Markowitz, le marché du capital présente une triple efficience organisationnelle, informationnelle et allocative. Les marchés sont donc capables d'être à l'équilibre et efficients. On est sur une sous-partie qui est très puissante en termes de théorie. On part de Walras pour arriver à Arrow et Debreu, qui ont fait une petite bifurcation par Pareto pour après poser assez calmement, mais de manière très claire et professionnelle, Fama et Markowitz, qui sont des super théories, pas très connues du grand public, mais extrêmement intéressantes. L'inconvénient de cette sous-partie, c'est qu'on est quand même dans ce qui semble être du name-dropping théorique. Alors il y a Bob qui pense que, il y a Jim qui pense que, il y a Franck qui rajoute que, et il y a Bobby qui rajoute son truc pour dire que. Et ça peut vous être sanctionné. Il y a des correcteurs qui n'aiment pas ça. Ils appellent ça le name dropping. C'est bon, bah il y a Bob qui dit ça. En fait, on fait un listing d'auteurs. Alors un tel dit ça, puis un tel dit ça, puis un tel dit ça, puis un tel dit ça. En général, on aime plutôt avoir des listings d'idées plus que des listings d'auteurs. Et il faut quand même essayer de faire des couples théorie-auteur. Le problème, c'est que comme on est ici sur des théories qui sont finalement que, enfin, je vais pas pleinasse, mais qui sont purement théoriques, enfin, c'est théorique, bon, on est sur des théories qui, dans la vraie vie, sont quand même compliquées à démontrer. C'est que c'est joli le truc de Fama et Markowitz, et je dirais, les marchés des capitaux, dans la vraie vie, c'est quand même le souk. Hein. Donc, c'est un peu trop théorique. Donc, l'inconvénient de cette sous-partie, c'est qu'étant très théorique, sur des théories qui sont un peu. Pas vraiment terre à terre, enfin ouais, pas vraiment terre à terre ou en phase avec la réalité économique, c'est plus compliqué de trouver des exemples. Mais j'ai peur à ce niveau-là qu'on soit sur une copie qui est très name dropping et qui aurait pu être sanctionnée. Mais continuons. L'efficience des marchés est due à leur capacité à s'autoréguler. Très bien. En effet, si l'on prend le marché du travail, il est capable de retourner à l'équilibre lorsqu'il est en situation d'excès d'offres ou de demande. En effet, alors là, il met en effet, attention aussi à, je dirais, renouveler et à ne pas toujours mettre les mêmes mots de liaison. Alors en effet, une situation d'excès d'offres, en situation d'excès d'offres, il y a trop de travailleurs sans emploi. Les entreprises n'offrant pas assez de travail pour le salaire. Ok. Ainsi, soit les travailleurs accepteront un salaire moindre, soit ils sortiront du marché du travail, donc ils seront au chômage, ok. Le prix se rapproche ainsi du prix à l'équilibre et les quantités de travail demandées et offertes également. Ce mécanisme existe sur tous les marchés. Enfin, si jamais une crise survient, elle n'est que temporaire pour certains auteurs. Pour certains auteurs, on doit éviter cette formulation. Certains auteurs, certains pays, certaines théories, certains machins, on évite. On précise quel courant, quel auteur. Ceci dit, il semble, ou elle semble en parler après, Hayek et Marx ne s'en soucie pas. Marx, il se soucie quand même des crises. Hein. La dynamique des crises chez Marx est extrêmement importante. Pour Hayek, la crise n'est pas grave, c'est juste une purge, mais bon, enfin, c'est ce qu'il dit ensuite. Pour Hayek, c'est une question de l'épuration du système. Marx considère lui que c'est le dépassement des contradictions du capitalisme. Ouais, mais justement, le dépassement des contradictions du capitalisme, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, ça ne dépasse pas toujours. Hein, c'est qu'il y a des crises dans le système et les crises du système. La crise du système, c'est quand on n'arrive plus à dépasser les contradictions du système capitaliste et le système capitaliste s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Donc chez Marx, la crise est extrêmement importante et c'est pas du tout, il s'en soucie pas. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un petit contresens, une petite erreur qui n'a pas été sanctionné apparemment, parce que le correcteur ne s'est pas excité dans la marge. Notons aussi que, en fait, comme le correcteur il lit pas trop, il va pas forcément prendre le temps de barioler la copie de coups de crayon et ni d'écrire des trucs dans la marge. Mais moi là, je trouve qu'on est un peu light quand même, voire un peu dans l'erreur avec cette notion chez Marx, qui en plus n'était pas nécessaire. C'est qu'on aurait pu très bien déployer Hayek sans forcément mettre Marx. Même remarque que ce parti avant, on a à ce niveau-là aucun fait. Aucun fait. Enfin, si les marchés sont efficients et autorégulateurs, l'intervention de l'État
peut donc être une entrave à leur bon fonctionnement. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, c'est super qu'elles connaissent, je dirais, enfin ce que veut dire SMIC, c'est que même quand on interroge les hommes politiques ou même les patrons de Pôle emploi, on leur demande ça veut dire quoi SMIC, et les mecs ils sont en mode je sais pas. Donc là on a quelqu'un qui a bossé et qui sait ce que ça veut dire. Alors le SMIC est créé en 70, qui remplace le SMIG. Le SMIG c'était un G pour garantie. C'était pas de croissance, mais c'était salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça avait été créé en 1950. REP représente, donc là il a fallu, bon, il y a une petite erreur de. Il a fallu effacer ça, peu importe. Un frein à la régulation du marché du travail. Bon, pourquoi pas. En effet, on a encore en effet. Les gens aiment beaucoup en effet, je sais pas pourquoi, mais ok. Il fixe un prix plancher sur le marché du travail. Ce prix plancher étant supérieur au prix d'équilibre. Ok, très bien. Bon. L'intervention de l'État est ici créatrice de déséquilibre, un excès d'offres par rapport à la demande de travail, le chômage. Oula. Structuration de la phrase un peu confuse, mais pourquoi pas. De la façon inverse, la fixation d'un prix plafond entraîne sur le marché un excès de demande par rapport à l'offre et ainsi une pénurie. Ce qui est raconté ici est intéressant, mais à nouveau, on regrette qu'il y ait quasiment pas de fait. Donc on a vaguement le petit SMIC de 70. Ça aurait été pas très con pour ici, très facilement. Elle aurait pu juste mettre les chiffres du chômage en France. Sans forcément dire que la seule et unique explication, c'est le SMIC, ça serait faux. Mais on pourrait dire, pour les auteurs libéraux, ou dans une perspective libérale, le SMIC, ou le prix élevé du SMIC, parce que le SMIC en France est quand même assez élevé par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est qu'il n'est pas très élevé par rapport au coût de la vie et puis comment s'en sortir. Donc je ne suis pas en train de dire que les mecs sont surpayés à rien faire. Enfin, fin de la parenthèse, dans une perspective libérale, le SMIC est trop élevé, voire il ne devrait pas exister, et il est une des explications du chômage en France. Et là, on rappellerait les chiffres du chômage en France. Très simple. Et là, tout de suite, on s'ancre dans la réalité, on s'ancre dans les faits, on s'ancre dans l'actualité, et finalement, on n'est plus juste dans de la réflexion purement théorique. Donc là-dessus, ça aurait été très très simple pour elle, et je pense que la personne qui a fait cette copie avait tout à fait le niveau pour le faire. Peut-être qu'il n'y avait pas pensé, mais la méthode, c'est j'explique un truc très théorique en rapport avec le chômage. Est-ce que je peux pas aller glisser un ou deux chiffres sur le chômage que je connais? Un ou deux faits. Et hop, tout de suite, on n'est plus dans la théorie pure, on est dans le ESH. Il n'y a pas que de la théorie économique, il y a aussi de l'histoire économique, il y a des faits, il y a de l'actualité, etc. Ok. Transition, les marchés semblent donc être efficients et autorégulateurs, ce qui semblerait confirmer, bon là il y a deux lettres qui ne servent à rien j'ai l'impression, mais confirmer l'idée selon laquelle l'intervention de l'État est inutile pour le bon fonctionnement du marché. Mais est-elle de plus dangereuse? Très bien. C'est bien, je dirais, c'est bien opéré. Avoir une petite question en transition pour passer à la partie suivante, c'est toujours élégant et agréable. Ça fonctionne bien. 2 étoiles. Partie suivante. Il semblerait que l'action ne soit pas efficace et qu'elle soit inutile de par la clairvoyance des agents. Enfin, l'intervention pourrait même être la source des crises, effectivement. Alors, toutes les actions de l'État ne sont pas efficaces. En effet, le plan de relance du gouvernement Mitterrand, alors c'était le gouvernement Mauroy. C'était sous Mitterrand, d'ailleurs il y a 2 R à Mitterrand, donc c'était sous Mitterrand, mais on dit le gouvernement du Premier ministre. C'est pas le gouvernement du président, donc c'était le gouvernement Mauroy. Petite subtilité. En 1980 a été un échec. La relance par la demande n'a pas relancé la consommation, mais les importations. Là, on a pu parler de la propension marginale à importer qui réduit l'efficacité du multiplicateur. Bon. Ce qui a donc eu des effets négatifs pour la France. C'est pas terrible de parler d'effets négatifs, il faut dire de quoi on parle. On parle de quoi ici? C'est quoi un effet négatif? L'effet négatif, finalement, c'était le creusement du déficit public sans permettre de résorber le chômage. En effet, si l'on se réfère au modèle ISM élaboré par X et Hansen, alors X c'est dans Mr. Keynes and the Classics en 1937, et Hansen c'est un article en 1956. Voilà, il faut vraiment essayer de mettre les ouvrages, les dates, des trucs comme ça. D'après les travaux de Keynes, pareil, on pouvait juste mettre la théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie de 1936, pas très compliqué. Toutes les interventions ne sont pas toujours et partout efficaces. Ce qui est paradoxal, puisqu'en fait on est quand même sur les auteurs qui sont des grands militants de l'intervention de l'État, que lui va utiliser pour dire que l'intervention de l'État, c'est pas toujours et partout efficace. Bon, pourquoi pas, c'est un peu confus, mais pourquoi pas. Relancer par la politique monétaire, donc intervenir sur le marché et baisser les taux d'intérêt,
Oui, mais il y a d'autres solutions. Ne fonctionnera que si l'élasticité de l'investissement à la variation des taux d'intérêt est forte, c'est-à-dire si on n'est pas en situation de trappe à liquidité. Trappe à liquidité, très beau concept, effectivement. De plus, l'action de l'État peut même se révéler être inutile. Selon Lucas, si les agents réagissent aux premières interventions de l'État, rectifierait leur comportement. Oui, Friedman va plus loin. Pour lui, les agents étant parfaitement informés connaissent la façon dont ils doivent réagir. Ça c'est plus les anticipations rationnelles que adaptatives. C'est que pour Friedman, du moins tel que moi je l'ai appris quand j'étais en prépa, pour moi Friedman on est sur une anticipation adaptative, qui veut dire que la première fois que l'État entube les agents se font entuber. Après ils comprennent qu'ils se sont fait entuber et ils ne se font plus entuber. Alors que s'ils sont parfaitement informés, ça c'est une anticipation rationnelle qu'on a plus à des gens comme Sargent et Lucas d'ailleurs entre autres, qui eux disent que, étant parfaitement informés, étant quasiment omniscient en fait, on se fait jamais entuber par la politique de l'État. Donc là, pour moi, il y a une petite confusion ici. Après, peut-être que Friedman a aussi développé cette idée. Hein. Moi, je ne connais pas toutes les théories de Friedman. Par exemple, si le marché des biens et des services souffre d'une pénurie à cause du manque de pouvoir d'achat des consommateurs, une hausse du pouvoir d'achat par une baisse des prélèvements obligatoires, par exemple, entraînera chez le consommateur une prévision sur laquelle l'État, dans le futur proche, augmentera les prélèvements obligatoires pour combler la dette due à ce précédent cadeau. Non, cadeau, ça n'existe pas. C'est les médias parlent de cadeau, tu entends, quand le gouvernement fait un geste. Ça n'existe pas en économie, un cadeau. Donc on ne parle pas de cadeau. Au mieux, on met des guillemets, mais il n'y a pas de cadeau. Enfin, on ne peut pas le dire. Okay, qui aura été inutile car épargné. Ok, donc il y a une forme d'adaptation un peu baroque de l'effet Ricardo Barro ici, un peu confus. Moi je trouve que ce truc-là, enfin cette sous-partie, me paraît être assez confuse. Alors continuons, mais l'intervention de l'État, peut également être elle-même source de crise. En effet, la fixation d'un prix plancher, donc on revient sur le prix plancher. Je me demande si on ne se répète pas par rapport à la partie précédente, mais bon. Sur le marché du travail, le travailleur est forcément rémunéré à la productivité, et pas forcément rémunéré à sa productivité. Il est normalement rémunéré à sa productivité marginale. Mais passons, dans la théorie libérale classique, néoclassique, ce qui entraîne une diminution des marges d'entreprise qui aura donc tendance à augmenter les prix pour les restaurer. Oui, soit il fait ça, soit il vient les mecs. La hausse du prix entraînant une baisse du pouvoir d'achat et donc une diminution de la consommation, d'où aussi de la demande et enfin de la production, ralentissement de l'économie, blablabla. Non, pourquoi pas, c'est un peu vague et pas très clair. Ça aurait été beaucoup plus simple d'utiliser des exemples concrets. Par exemple, la critique de la politique monétaire par Friedman et Schwartz, qui vont par exemple expliquer que c'est la politique monétaire de la Fed qui est à l'origine de la crise de 29. Et donc là, on peut ressortir tout le blabla sur la crise de 29, le chômage qui explose, le Dow Jones qui s'effondre, etc. Là, on est sur un tour de passe-passe un peu théorique où on reprend l'histoire des prix plafond-plancher qui ont été exploités dans le grand 1 petit c. Et donc, moi je trouve que là, on est sur une sous-partie qui est vraiment pas terrible. Je trouve qu'elle est vraiment pas terrible. C'est le mauvais choix d'auteur, il n'y a toujours pas d'exemple, il n'y a toujours pas de fait. Là, c'est un peu décevant. Je trouve qu'on commençait vachement bien la copie. Là, c'est un peu décevant. Mais voilà, continuons. Alors ainsi, l'intervention de l'État, si elle n'est pas inutile, elle est dangereuse, à travers un tour de crise, blablabla. Ok, transition. Le marché n'est pas... Alors d'accord, existe-t-il des cas où le marché n'est pas efficient? Alors très bien, le marché peut en fait lui-même être créateur de déséquilibre, très bien, que l'action étatique permet de pallier, effectivement, on se rendra en fait compte que l'État n'est pas aveugle au marché. Ok, dernière sous-partie. Le marché lui-même peut être source d'inégalité, d'inflation et de crise, effectivement. Juglar, la crise de la prospérité, c'est également démontré par... Alors là, je ne sais pas ce qui est écrit. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a marqué Bansky. C'est pas le Tiger, ça, le mec qui fait des tags là, Bansky, ou c'est Banksy, peu importe. Je ne sais pas trop ce qui est écrit ici. Avec son paradoxe de tranquillité, lorsque l'on a des périodes de croissance, on accorde des crédits facilement, on se trouve vite d'une bulle spéculative, un crédit crunch. Quand on met des mots anglais, mettre des guillemets, c'est pas mal. On met des guillemets sur les mots anglais, c'est mieux. On peut aussi mettre en majuscule pour les rendre bien visibles. Dire, salut, il y a un concept rigoureux ici. Et une crise financière, c'est le schéma connu entre autres par le Japon, effectivement, en 89. Ainsi, le marché à la régulation aboutir à une crise financière. Bon, pourquoi pas. Donc, il y a enfin un pauvre petit exemple. Là, franchement,
si on était corrigé par un historien, ce qui est moins le cas à l'ESCP qu'à HEC, hein, donc on est sur une copie ESCP donc ça passe plutôt bien, mais sur un schéma enfin sur une copie à HEC, si on tombait sur un gars qui était plus branché histoire, peut-être que le correcteur aurait été moins clément et un petit peu, il se serait peut-être un petit peu ennuyé. Alors ainsi, l'apparent bon fonctionnement du marché peut, sans régulation, aboutir à une crise financière. En effet, selon Dan Bush, les marchés financiers surréagissent au choc, overshooting. Très bien, bon là, elle a mis des guillemets sur le concept anglais, provoquant une crise plus grave et plus profonde. Effectivement, la création du Glass-Steagall Act en 1933, loi américaine ordonnant la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, a empêché jusqu'en 1999 la survenue d'une grave crise financière. Non, c'est faux, il y en a eu une belle en 87 aux US. Ce qui est vrai, c'est qu'il semble quand même que le Glass-Steagall Act ait contribué à la relative tranquillité financière jusqu'en 99. Mais la phrase ici est très catégorique. Enfin, il faut vraiment essayer de ne pas être catégorique. C'est un peu ce que je disais sur faut pas dire que tout est chassant blanc. Parce qu'il suffit de trouver un petit contre-exemple pour que du coup ce qu'on dit soit faux. Donc, mais bon voilà, là on est dans l'action, on rédige, on est pressé, on peut faire des erreurs. Mais bon, moi mon taf, c'est de vous le dire. Alors ainsi, le déséquilibre du marché est en partie corrigé par l'intervention de l'État. Bon, ok. Cette intervention permet donc de pallier les déséquilibres générés par le marché. C'est le rôle de la redistribution qui corrige le jeu du marché. En effet, Musgrave, l'État a trois fonctions, fonction d'allocation, fonction de stabilisation des marchés, fonction de distribution. Alors, c'est pas très rigoureux dans ce que dit Musgrave, mais continuons. Keynes est également un partisan de l'intervention de l'État. Selon lui, en période de crise, l'État doit se substituer au marché et relancer la demande. Effectivement. D'ailleurs, ce qui est important, ce qui me plaisait, c'est que c'est en période de crise. C'est que pour les keynésiens, l'État doit intervenir tout le temps. Pour Keynes, l'État doit intervenir en période de crise seulement. Il ne faut pas oublier que Keynes, on l'oublie, hein, mais Keynes c'est un libéral à la base. Hein. C'est pas, en fait, les keynésiens sont interventionnistes, mais enfin, les keynésiens pensent que l'État doit toujours intervenir, toujours et partout. Mais Keynes, lui, il dit non, l'État ne doit pas intervenir, sauf quand c'est vraiment une période de crise et que c'est la panique et qu'on ne sait plus quoi faire. Bon. C'est en suivant cette doctrine que Roosevelt a demandé les travaux du Tennessee Valley en 1936. Non. C'est qu'en fait, Roosevelt était influencé par des gens qui ont eu les mêmes intuitions que Keynes, mais Roosevelt n'a pas suivi la doctrine de Keynes. D'ailleurs, c'est simple, Roosevelt, il lance le New Deal en 1933, quand Keynes publie la théorie générale qu'en 1936. Donc a priori, Roosevelt n'a pas attendu Keynes pour être influencé par des gens, parce qu'on appelle le Brain Trust, qui est en gros un ensemble d'intellectuels qui ont entouré Roosevelt et qui lui ont un petit peu susurré à l'oreille ses recettes étatistes. Donc, c'est maladroit de dire que Roosevelt est keynésien ou que Roosevelt a appliqué les doctrines keynésiennes. Mais continuons. Tennessee Valley Authority, dans le cadre du New Deal, ok, enfin l'intervention. Bon là, on a un peu plus ici des exemples factuels. Donc c'est cool. New Deal, dans son état, permet de soutenir la production, notamment face à la concurrence. Ouais, de qui? La concurrence entre les entreprises, la concurrence de l'Allemagne. De qui? Bon. Mais continuons. La politique agricole commune, la PAC de l'Union européenne, permet aux exploitants agricoles européens de maintenir les prix au niveau des cours européens sans subir de pression sur leur pouvoir d'achat. Je dirais, vu la situation des agriculteurs en France ou des exploitants agricoles, on peut quand même se poser la question, vu ce qui reste de pouvoir d'achat, mais passons, très bien, c'est critiqué, blablabla, ok, Uruguay Round, du GATT, ok, c'est jugé de protectionniste, effectivement. Alors enfin, l'action de l'État peut même être indispensable là où les marchés sont inefficaces, Samuelson, ok, typologie des biens, définir les biens communs, très bien, excluable, Hardin, ou alors cette idée, tragédie des biens communs, effectivement, belle théorie, qui sont abandonnés par le marché car pas rentables. C'est alors à l'État de les prendre en charge. C'est également l'idée de Musgrave, très bien, pour lui l'État ne doit pas intervenir sur le marché, sauf pour pallier ses défaillances, biens communs, biens tutélaires, dont le prix n'est pas suffisant pour encourager ou décourager la vente. Et les externalités, Tyrol, Lafond défendent également l'idée sur laquelle l'État doit intervenir pour contrôler les externalités négatives, notamment grâce à la création du marché biface. On a aussi, là ça manque quand même Pigou avec la taxe pollueur-payeur et contrer une externalité grâce au mécanisme de la fiscalité qui est absent et qui est pourtant quand même un petit peu la base sur ce type d'idée. Ainsi, le marché, avant de voir ce qui est la conclusion, bon, moi ce que je trouve vraiment pas terrible, c'est que ce qu'on dit là, c'est le niveau 0, quoi. C'est qu'en fait, on termine dans un grand 3 où on pond des théories
qui sont vieilles d'un siècle. C'est vrai, hein, c'est que oui, Keynes, les externalités, mais c'est le niveau zéro. Je dirais, aujourd'hui, il y a plein d'autres raisonnements. Il y a toute une dimension, je sais pas, par exemple, écologique. C'est absent, il n'y a rien. Il y a toute la dimension sociale. C'est qu'on avait un petit peu l'espoir en introduction, quand on parlait de la politique sociale, qu'on allait nous parler de notions sociologiques, d'enjeux de société ou de social. Il n'y a rien. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a un 1 et un 2 qui finalement disent à peu près la même idée et auraient pu être compressés. On a un 3 qui dit des idées qui sont incontournables, mais je dirais, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, on n'a rien sur l'actualité, on n'a aucune théorie récente. Je sais pas, un truc genre Piketty sur les inégalités. Pas très compliqué. Tout le débat sur l'écologie, la COP21, ce truc-là. Pas très compliqué. Il y a plein de choses. Le questionnement aussi sur comment l'État peut aller, je dirais, essayer d'améliorer le fonctionnement du marché, comment l'État peut se réformer, comment l'État peut réformer les marchés, avec la question des lois Macron, ou maintenant que Macron est président, des mesures qu'il fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une réflexion qu'il y a. Toute la question des politiques de la concurrence, des déréglementations, des réglementations, de lutter contre les monopoles, tout ça est absent. Pour moi, on est sur une copie où des pans entiers du programme et de l'actualité sont absents. Je suis un petit peu déçu. Alors voilà, la personne a eu 17, très bien pour elle, bien joué. Mais moi je pense que c'est une copie qui aurait pu très bien stagner à... bah voilà, évidemment, enfin, on est toujours noté par rapport aux autres, hein, mais je pense que sur un échantillon de copies un peu compétitif, c'est une copie qui aurait pu stagner à 11. Après, c'est la magie des concours. Regardons la conclusion. Ainsi, le marché, c'est son efficience, sont aussi créateurs de défaillances et présente des limites. La relation entre marché et État ne présente donc pas de réponse claire, même s'il semblerait que certains biens, par leur caractère non rentable, ne puissent être gérés par les marchés, effectivement. Ainsi, le bon fonctionnement de certains marchés dépend de l'État, mais il reste rare. Alors, I est le singulier, reste ENT, rare, S, de quoi? Qu'est-ce qui reste rare? Bon, je sais pas. L'État doit donc corriger les défaillances créées par le marché plutôt que les empêcher pour ne pas lui-même créer de déséquilibre. Bon, il y a un petit tour de... une petite pirouette un peu philosophique là. Bon, un avis contrasté. Un avis contrasté. Je pense que après la lecture de cette copie, moi, mon feeling est moins bon qu'après le premier survol un peu global. Dans la prochaine vidéo, on va faire le bilan de cette copie.